Donc à cette occasion, nous aurons un panel d'intervenants. Donc nous commencerons par une contextualisation historique qui se fera par M. Bruno Kissoun, donc il nous faut l'honneur d'être là, qui est spécialiste notamment de l'ingénierie mise en œuvre par le corps des ponts et chaussées. Dans un second temps, nous aurons M. Roser Gob, qui est docteur en sciences de gestion, qui va lui plus faire un état des lieux de l'ingénierie de territoire en Guadeloupe. Ensuite, nous passerons un retour d'expérience qui se fera par la Jamaïque. Donc les membres de l'UDCGA qui actuellement sont à l'œuvre sur la refonte de la capitale Kingston, qui sont ici, donc M. Ronald Brown, qui est planificateur en chef, et Mme Lorna Perkins, qui est directrice générale adjointe de l'UDCGA. Et nous finirons par une table ronde, parce que l'idée, c'est aussi que ces acteurs-là soient identifiés et puissent échanger. Donc c'est le sens de la fin de la matinée, c'est cette table ronde. Je vous souhaite de bons travaux et je passe la parole à M. Jacques Anselme, président du CAUE de la Guadeloupe. Notre réseau d'urbanisme durable de la Guadeloupe, après l'embellissement des espaces publics, la revitalisation économique des centres urbains, l'urbanisme et le bâtiment durable l'année dernière, vous propose aujourd'hui d'échanger et confronter nos visions pour aller vers une ingénierie territoriale 3.0. C'est très certainement en anticipant les mutations en cours et à venir que nous saurons nous préparer à faire face aux besoins présents et futurs de notre territoire. Pourquoi une ingénierie 3.0 ? La Guadeloupe est à un tournant de son histoire en matière de planification spatiale. En effet, elle se trouve à moins d'1 an de voir plonger la quasi-totalité des communes dans la seule possibilité de recourir à la réglementation nationale d'urbanisme, la RNU, l'échéance des postes arrivant à l'horizon 2017. Partager un diagnostic de territoire, mettre en relief les opportunités pour mieux lever les freins et les contraintes, identifier des objectifs communs en favorisant des espaces d'interaction entre les professionnels, les élus et les citoyens, car il n'y a pas d'aménagement durable sans la participation de la population. Tels sont les éléments clés de la méthodologie que nous prônons à la ville du Gosier, comme à la Carle, pour construire un espace public davantage conforme aux enjeux de notre temps et aux attentes de nos citoyens. C'est le sens du projet de territoire porté par la communauté d'agglomération Riviera-du-Levant, avec la contribution du CAUE et de nombreux acteurs de nos 4 communes. Comme l'a rappelé Monsieur le Président Anselme, l'État était un opérateur historique de l'ingénierie territoriale et aujourd'hui il réoriente son positionnement dans ce domaine dans la logique de la décentralisation qui se met en place, vous le savez tous, depuis déjà plusieurs décennies. Nous y reviendrons tout à l'heure, puisque notamment au cours de la table ronde, puisque je crois que j'aurai l'occasion de vous reparler un petit peu de la façon et de cette directive nationale d'orientation que nous avons évoquée déjà tout à l'heure. L'ADL elle-même vient de terminer une réorganisation interne dans l'objectif d'améliorer sa capacité d'adaptation aux évolutions et au contexte local. J'espère que cette organisation qui va se mettre en place, enfin qui finit de se mettre en place, puisque ça fait déjà quelques semaines qu'elle dure, dans les jours qui viennent, va nous permettre d'être mieux à même de répondre aux attentes, notamment des collectivités, et en cohérence avec les objectifs fixés par cette directive nationale d'orientation évoquée par le président Anselme. C'est en tout cas dans cet esprit que je participe à cet atelier, et également d'ailleurs plusieurs de mes collaborateurs et collègues de l'ADL qui sont ici. Pour le développement territorial, j'ai toujours l'habitude de dire que pour un développement territorial, il faut au moins trois ingrédients. Un premier qui est une vision politique publique pour le moins.
Ces cadres généraux existent, on le voit. Alors sur, par exemple, la transition énergétique, on vise une autonomie énergétique du territoire. C'est inscrit dans la loi de transition énergétique pour 2030, ce qui est très ambitieux. Il faut des moyens financiers, bien sûr, budgétaires, mais aussi il faut une ingénierie territoriale, et c'est peut-être parfois ce qu'on oublie. Il faut de l'intelligence collective, de la compétence, de la maîtrise technique. Et c'est vrai que les collectivités territoriales ont de plus en plus de missions et de compétences à assurer. Et sans ingénierie territoriale, on peut vite se tromper, on peut vite faire les mauvais choix, construire des contre-exemples, qu'il est ensuite très difficile de rattraper. Donc c'est cette intelligence collective qu'il nous faut. Nous sommes rentrés en plein pied dans la loi Notré qui redéfinit, c'est vrai, les compétences des collectivités de la République, mais qui, particulièrement pour ce qui concerne la région, fait de nous un chef de file avec une très grande responsabilité en matière de développement économique et surtout en termes d'aménagement du territoire. Et j'avoue que le terme traité ce matin m'a fait sourire, parce que c'est vrai que souvent, en tant que durable, se met un peu à toutes les sources et à toutes les sources. Mais au-delà du sourire, j'ai envie de dire que s'il y a une matière dans laquelle le mot durable prend tout son sens, c'est bien celui de l'aménagement du territoire et c'est bien celui de l'ingénierie. Alors, premier point sur lequel je voudrais faire un petit développement, et Axel en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est celui des hommes, justement, qui ont pensé cette ingénierie d'une manière très large. Moi, je pense plutôt en termes d'aménagement, ou enfin voilà, ces hommes qui ont pensé, ces hommes qui sont issus d'un corps spécialisé que vous connaissez, qui est le corps des ponts et chaussées. Voilà, ce sont ces personnes qui ont pensé, on va dire, l'ingénierie au 19e siècle, même si c'est un terme qui est complètement impropre pour le 19e et le 20e siècle. Mais ce sont ces ingénieurs issus du corps des ponts et chaussées, ingénieurs métropolitains dans un premier lieu. Ils sont envoyés ici pendant un laps de temps donné pour des grands travaux, pour penser ces grands travaux, pour concevoir les plans, concevoir les budgets, les financements. Voilà, donc ce sont ces ingénieurs qui vont faire ce service tout au long du 19e siècle, avec, on va dire, on peut dire deux étapes. Une première étape qui est celle des ingénieurs métropolitains qui sont envoyés, et puis une deuxième étape à partir de la seconde moitié du 19e siècle, avec ce que moi j'ai appelé dans le texte les ingénieurs créoles. Donc nous allons évoquer l'ingénierie territoriale en essayant de mettre tout cela en perspective et problématiser les choses, que bien évidemment je suis ni architecte ni urbaniste. En revanche, vous aurez noté que les normes privées pénètrent de plus en plus l'espace public. Il s'agit de se questionner par rapport à votre rôle en tant qu'aménageur, en tant qu'ingénieur, en tant que développeur du territoire. Quels sont les enjeux, quel est aujourd'hui votre positionnement et parfois les paradoxes dans lesquels vous vous trouvez. Donc je vais aborder ces aspects-là. Donc on va travailler en 4 points. En 4 points, donc d'abord essayer de comprendre l'articulation de l'ingénierie territoriale par rapport au territoire lui-même. Lorsqu'on parle de territoire, de quoi parle-t-on, avec notamment un modèle que j'avais proposé autour de ce que j'appelle le territoire organisé. Nous évoquerons le projet de territoire, qui depuis les années 90, rendu obligatoire maintenant avec l'intercommunalité, etc. Donc on retrouve partout ces enjeux de questions de projet de territoire. L'ingénierie territoriale, qu'est-ce que c'est? Et enfin, je terminerai sur les aspects paradoxaux de cette intervention. Alors, là j'ai décidé de commencer par un peu la fin. Donc, voilà, une façon d'aborder les choses autrement, c'est pour bien comprendre comment s'articule l'ensemble du propos. Donc vous avez, si on essaie de faire le lien par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, donc nous avons une vision du territoire qui était une vision d'un territoire statique, donc dépositaire de ressources. Donc on recherche de quoi dispose le territoire et à partir de ces ressources, on essaie de le valoriser. Face à cette vision-là, qui est historique, qui est primaire, donc nous avions une vision politique qui est verticale, avec un territoire abstrait. C'est le territoire de l'État-nation. Donc c'est l'État central qui pense le territoire, qui voit un territoire qui est théorique, qui est uniforme,
sans aspérité particulière, et c'est à partir de cette vision que l'État va décliner ses politiques. Donc en gros, l'État décide du haut, et ensuite on décline, on le voit bien avec les quelques exemples qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc ça, c'est la première vision. Le territoire uniforme, un territoire abstrait, donc avec un État qui dispose du monopole, de l'organisation territoriale et de la planification. Dans ce cadre-là, bien entendu, ce qui concerne l'ingénierie territoriale a beaucoup évolué. C'est un terme qui s'affirme vraiment avec les lois de la décentralisation. On parlait d'ingénierie publique. Donc l'État apporte une expertise et l'État est au service des collectivités qui vont naître après. Ensuite, un second aspect, donc on arrive à un territoire qui est pluriel. Donc d'un territoire statique unique, on a une vision de territoire, deux territoires plutôt différents, donc dépositaires de ressources inégales. Et ça, c'est intéressant, parce que contrairement à ce qu'on entend souvent dans le discours ambiant, où on parle d'égalité de territoire, et vous avez même un auteur qui parle de passion française de l'égalité, dans les lois de décentralisation, pour moi, confirment le fait que les territoires sont des territoires inégaux. Donc, en permanence, poser la question de l'égalité, c'est presque une chimère. Chaque territoire dispose d'avantages, d'inconvénients, d'atouts, de forces, de faiblesses qui ne sont pas les mêmes, et c'est à partir de cela qu'il faut repenser, revoir ce territoire. Donc les politiques de décentralisation s'inscrivent, à mon sens, dans ce cadre-là, avec un espace qui est diversifié et une volonté de mettre en action les politiques publiques. Donc dans ce cadre-là, l'ingénierie territoriale est plus envisagée comme des services supports, donc avec un État qui n'est plus prestataire mais qui est plus experts, et une montée en compétence des collectivités territoriales qui vont renforcer leur équipe, du moins celles qui le peuvent, hein, parce qu'il y a quelques semaines, il y avait un séminaire organisé par le centre de gestion qui montrait très bien qu'il y a encore un déficit en termes d'encadrement au niveau de nos collectivités. Donc on n'a pas comment parler d'ingénierie lorsqu'on n'a pas forcément toujours les ressources et les compétences. Une petite histoire de notre peuple. Notre histoire a commencé depuis le XVe siècle, à l'époque où nous étions colonisés. Nous avions alors notre premier système d'urbanisme, mais c'était géré par la colonie britannique, le gouvernement britannique. À l'époque, la capitale était Port-Royal. Après le tremblement de terre, nous avons bougé sur la capitale de Kingston. Et à Kingston, nous avions un système de développement de l'urbanisme. À cette époque, les plans n'étaient pas élaborés par les planificateurs, mais par des services de travaux publics. Il n'y avait pas d'urbanisme, mais des codes de construction. Et c'est ce système qui régulait notre pays. En 1958, quoi qu'il en soit, nous nous sommes penchés plus sur le développement de l'urbanisme, plus sérieusement, et le traité de l'aménagement de la ville et du territoire fut introduit le 1er février 1958. Un traité basé sur le système britannique en termes d'urbanisme. Cela a disposé à un développement ordonné et progressif des terres, des villes et d'autres surfaces dans des communautés urbaines ou rurales. Le but était de préserver et d'améliorer les conditions de vie des communautés et d'autres questions reliées à cela. Le traité de l'aménagement de la ville et du territoire est celui que nous avons utilisé jusqu'à aujourd'hui et nous avons commencé à en faire quelque chose de plus moderne, mais il est encore efficace de nos jours. Cette image montre que nous avions auparavant un aménagement urbain en 1702. C'est un héritage légué par nos colonisateurs en termes d'aménagement. Mais il y a eu un laps de temps jusqu'en 1958 avant que nous ne commencions réellement à traiter de notre aménagement plus sérieusement. La promulgation de notre traité de l'aménagement de la ville et du territoire nous a permis de mettre en place différents organismes de réglementation pour gérer le processus d'aménagement à la fois au niveau local mais aussi national. Nous avons établi une autorité de planification locale dans notre municipalité et nous avons une autorité pour la ressource nationale de l'environnement. Comme nous avions deux structures, l'aménagement du territoire et le département de l'environnement, il n'y avait pas, selon nous, l'esprit de travail en commun et l'esprit de collectivité. Et cela ne nous menait pas à une approche collective et durable. Donc, en 2001, tout cela n'a formé qu'une entité pour former la NEPA,
l'Agence nationale de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Cela donc prend un niveau national et nous maintenons notre autorité locale. On travaille ensemble dans le but de maintenir cette durabilité. Malgré la réglementarité de ces agences, il manquait une conduite au développement. Le gouvernement a suggéré que nous nécessitions d'établir un corps public pour mener le développement dans des aires publiques et rurales. Finalement, le gouvernement a établi en 1960 un corps public, une corporation pour le développement urbain. Depuis 1968, c'est un privilège pour moi d'y travailler. Nous sommes en charge de mener de manière stratégique le développement rural et urbain, de préserver l'environnement naturel, les traditions, les coutumes et de se partager le développement économique dans ces domaines. Donc, nous devons travailler avec les agences réglementaires pour ce faire. Mais vous savez quoi ? Nous avons manqué de vision. Comme des technocrates, nous pensions avoir réponse à tout. Le gouvernement a décidé que nous devions avoir une vision 2030 pour la Jamaïque, Vision 2030 Jamaica, qui est un plan de développement national. Et ce plan est ce que nous attendions et nous devons tous travailler pour atteindre ce but. Bien sûr, dans ce plan, il y a l'architecture, l'aménagement, tout cela, construire la ville, sans oublier l'aspect social et culturel. Ça a pris du temps d'impliquer à la fois les enfants jusqu'aux politiques pour arriver à une vision 2030. Il y a beaucoup d'aspects techniques, mais il y a aussi des aspects de cette vision que nous mettons dans notre musique et dans nos écoles, de manière à ce qu'en 2030, la Jamaïque soit un endroit où les gens travaillent, jouent, œuvrent et font des affaires. Et la Jamaïque tient un slogan pour les enfants comme pour les plus âgés. Voici notre vision. Et donc, l'UDC et les agences réglementaires travaillent pour atteindre ce but. Ce n'est sûrement pas parfait, mais nous devrons essayer d'atteindre ce but. And as of 1993, the Portmore, which is part of another parish, St. Catherine, but it's a very populous area, and it's municipality set up where based on the advocacy of the citizens for their own level of government. In terms of legal framework, the Town and Country Plan Act sets the platform. It's a principal legislation that guides and controls development, and its objective to ensure suitable land use and to protect land from misuse and premature development. And this as instruments to support the Act, there are development plans and development orders. This map shows the areas that are covered by development orders in Jamaica. In the past, most of the acts were created from 1966. Some were still actively using today, and they mainly covered the areas in green, which are coastal towns. As you know, the history of Jamaica, most of our settlements were established along the coastline. However, we realized that this was a big disadvantage. One of the things it encouraged was migration from rural areas to the urban centers. So starting in the late 90s into early 2000s, the decision was taken to create parish plans. And the first such established plan was the St. Anne Parish Order. And other parishes are moving to follow suit. Some are still provisional, meaning not fully accepted into law. And these are currently being revised, so in short order, they can become fully confirmed development orders. In terms of institutional framework, the body that governs or oversees the authority, the Act, the Town and Country Plan Act, is the Town and Country Plan Authority. Its function, primarily to prepare and ensure the preparation of development plans and development orders. Mais c'est vrai qu'avec la décentralisation, donc au début des années 80, les collectivités locales deviennent responsables de leur aménagement. Et donc, pour paraphraser un article sur l'histoire du ministère de l'Équipement, on passe donc dans ces années-là d'une administration de pouvoir omnipotente à une administration de service, c'est-à-dire à une administration qui effectivement intervient pour le compte ou en appui des collectivités locales. Merci Martin. Voilà. En 1987, on a profité de la décentralisation
et on a commencé à exercer notre ingénierie sur le développement du territoire en créant notre propre service d'urbanisme, avec la gestion des documents d'urbanisme de l'époque qui ont évolué depuis. Maintenant, depuis l'article 74, on a avancé. Je pense que vous comprenez tout ce qui s'est passé entre 87 à 2007 quand on est devenu collectivité, parce que c'était le même chemin qu'on a suivi. En 87, nous sommes devenus compétents en urbanisme. Donc, depuis ce moment, on a le droit de créer notre propre code de l'urbanisme. Chose qui a été faite il y a 2 ans, 1 an et demi. On n'a pas encore de compétences de l'environnement. Ça fait défaut un peu, parce que ce qui est le plus contraignant sur un petit territoire, souvent, ce sont les directives et le code de l'environnement. Je crois que les élus, le conseil communautaire a bien conscience de la responsabilité de la mise en œuvre des politiques publiques au sein de Cap Excellence, compte tenu de son poids dans le concert guadeloupéen. Et notre ingénierie, je dirais, c'est calé sur 2 points importants. D'abord, la position légitime, j'insiste là-dessus, des élus et du conseil communautaire. Ils se sont réunis et évidemment accompagnés, c'est aussi l'occasion de parler du partenariat avec l'université, et notamment de son laboratoire, le CAGI, pour mettre en œuvre et essayer individuellement puis collectivement de sortir ce qu'ils ont plus profond d'eux-mêmes et la vision qu'ils ont du territoire de Cap Excellence, mais évidemment de la Guadeloupe, parce qu'en tout cas ici on ne peut pas parler de Cap Excellence, du territoire communautaire urbain, sans tenir compte du reste de la Guadeloupe. Donc il est important pour nous d'entendre et de commencer à élaborer les premiers éléments du projet de territoire tel que les élus le voyaient. Alors par rapport à cette démarche, cette succession de compétences, nous, en tant que professionnels et urbanistes et architectes, nous avons effectivement la vocation d'être des gens qui mettent en forme ces vocations. Alors pour cela, nous avons une capacité de synthèse qui est importante, et puis il est important que nous ayons une excellente culture générale. Je disais à un ami qui ce matin m'informait que sa fille veut faire de l'architecture, et je disais effectivement que le plus important dans nos métiers, c'est la culture générale. La culture générale permet de synthétiser, d'être attentif aux besoins de tout un chacun, d'avoir de l'empathie. Et donc, sur les projets sur lesquels on a travaillé, il était important que nous puissions, dans le cadre du renouvellement urbain, notamment de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, beaucoup avoir une réflexion sur les usages, les besoins et la sensibilité des usagers, des gens qui vont habiter dans les quartiers. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une situation du fait du prince, parce que précédemment, comme on le disait précédemment, comme disait l'intervenant qui avait cité l'intervention des ingénieurs des ponts, l'État décidait, le prince décidait, le roi décidait d'intervenir sur un site, de construire une église, de construire un fort au Bourbon, etc. Donc depuis, la concertation est importante, nous sommes donc les acteurs, les intervenants, les maîtres d'œuvre qui réussissent à mettre en place tous ces besoins. Il est vrai qu'au sein de Cap Excellence, pour ne pas envoyer des fleurs à M. Labelle, il est vrai qu'au sein de Cap Excellence, nous avons en tant qu'association la possibilité de nous exprimer et d'expérimenter des actions en faveur de la société, de la population, également en matière de développement durable, et également avec l'ADEME de pouvoir expérimenter. Avec l'association d'Igazon, nous avons depuis quelques années initié une action en faveur de l'écomobilité. Donc permettre à des personnes, en particulier un public bien particulier, en démarche d'insertion, de pouvoir bénéficier de moyens de déplacement. Car nous savons qu'en Guadeloupe, nous avons quelques lacunes qu'il va falloir rapidement rattraper, surtout par rapport à tout ce qui est effet de serre. Donc nous sommes quand même en grande difficulté. Et aussi l'aménagement, malheureusement, de notre territoire. Effectivement, je ne suis pas ingénieur territorial, je ne suis pas non plus ingénieur social, mais je suis. Et comme chacun d'entre nous, nous sommes effectivement dans la dynamique territoriale, nous sommes tous acteurs de cette dynamique territoriale. C'est dire que
l'ingénierie territoriale, l'ingénierie sociale sont des disciplines qui sont transversales. Et donc, M. Gove a parlé de vision géographique, de vision politique, de vision sociale. On pourrait parler également de vision écologique du territoire et dire que l'approche écosystémique du territoire s'impose à nous tous, quels que soient effectivement nos champs de compétences. Et c'est dans ce cadre-là que Paysage Parc et Jardin, en tant qu'association, intervient et fait également montre de propositions de projets qui intègrent un peu les différents aspects du territoire, tant en matière de paysage, de création de jardins, etc. Donc le clou quelque part donc, de cette manifestation sera le grand témoin, sera monsieur le député Serge Letchimy qui nous fera l'honneur d'être là et d'aborder une question transversale, cette question transversale de l'ingénierie territoriale 3.0. Donc ses vues, sa vision d'homme politique, d'urbaniste également et de député donc, sur cette question de l'ingénierie territoriale. La première chose, c'est que je suis vraiment impressionné par cette manifestation. Et je ne regrette pas du tout d'avoir tout arrêté à Fort-de-France pour venir ici et pour passer la journée avec vous. Et bien en plus, comme je suis un Caribéen convaincu, oui, mon Martiniquais, c'est vrai, je suis un Martiniquais, Guadeloupéen. Je suis avant tout un Caribéen. Je suis dans le bassin caribéen, je vis pleinement ça. Il y a des gens qui pensent que je vis tellement pleinement ça que je suis devenu indépendantiste. Donc je ne suis pas indépendantiste. Donc je suis très honoré de la présence de la Jamaïque. Parce que vous avez parlé d'ingénierie. Et puis il y a mon ami qui a fait un excellent exposé, Rob, c'est ça, Gob, vraiment époustouflant. Il a donné une définition très technique de l'ingénierie. Je veux bien qu'on donne une définition extrêmement technique, il a raison. Parce qu'il ne faut pas même oublier les principes universels de la définition de quelque chose. Mais en même temps, bon, si vous, dans l'universel, vous niez le particulier, vous êtes foutu d'avance. Et en quelque sorte, nous-mêmes, nous sommes deux particuliers. Parce que, évidemment, la question de l'ingénierie problématique posée techniquement en France se pose peut-être techniquement de la même manière ici, mais à partir du moment qu'on associe l'expression de l'ingénierie au social, à la culture, à l'identité, eh bien, la définition devient beaucoup plus complexe. Elle est à la fois jamaïcaine, mais elle est aussi martiniquaise. Elle est pleinement guadeloupéenne. Et comme la notion d'ingénierie a évolué considérablement en connectivité avec plusieurs thématiques, allant de la culture, l'identité, à la science, au numérique, au végétal, à l'écologie, et qu'on sait pertinemment qu'on n'est plus dans la segmentation de la pensée, on peut facilement dire que la conception de l'ingénierie, c'est d'abord la pensée. C'est-à-dire la création. L'ingénierie, c'est l'invention. L'ingénierie, c'est la théorie. Le problème, c'est que nous avons été toujours dépossédés de notre capacité de construire localement la théorie. D'abord, radicalement en tant qu'esclave. C'est ça. Pas dit ou pas dit, mais c'est ça. Et deuxièmement, assez paradoxalement par rapport à ce qui a été appelé l'État-nation. En gros, l'État indifférent des différences, même si c'est un État paternaliste, chacun attend de l'État, même si c'est un État qui est dans l'égalité de son application, régalienne, puisque nos peuples ont fait ce choix. Mais la différence est là. Alors comment inventer, créer et avoir une application de l'ingénierie, donc de la création, de la théorie, qui soit totalement, ou quelquefois partiellement, indifférente par rapport aux réalités locales. Je suis content qu'à l'université, j'ai appris qu'il y avait des formations qui sont liées à l'urbanisme et assez évoluées, c'est toi qui me l'as dit, et que, en fait, ce que la Jamaïque fait d'impliquer les enfants très tôt par rapport à la dynamique de la connaissance,
Parce que pour pouvoir faire ingénierie, il faut qu'on connaisse. Si on est étranger par rapport à sa propre biodiversité, quand je dis à l'Assemblée nationale que 80% de la biodiversité française se trouve dans l'outre-mer, il y a tout le cas de puis indifférence et quelquefois gros yeux, les parlementaires. Mais, ils n'ont pas tort, parce qu'en fait, comme ils ont caché ça pendant très longtemps, que j'ai fini par comprendre que je suis très riche. Oui, parce qu'on est très riche. Parce qu'en fait, on est face à une ingénierie beaucoup plus complexe que vous l'imaginez, parce qu'avec la disparition du pétrole, qui dans sa verticalité domine et exploite le monde entier, émerge une nouvelle énergie verte qui pourrait nous redonner la main par le bien de la nature, eh bien, quand 80% de biodiversité à Bocaille, je me dis, attention, il Bocaille. Donc, si Bocaille, qu'ils en avaient, premièrement, est-ce que nous connaissons lui? Je parle toujours d'ingénierie. Peut-être, grand moment, nous te connectés, des affaires de rasier, mais nous, on est en dépositionnement par rapport à notre propre connaissance. Si on ne connaît pas cette biodiversité, eh bien, on ne peut pas protéger la biodiversité, parce qu'on n'en a pas conscience. Quand je parle de la Martinique, je parle de la Jamaïque aussi, je parle de la Dominique, je parle de tout. C'est 80%, ce n'est pas 10%, c'est 80%. Mais qu'a fait Hollande? Il va brandir partout dans le monde que 80% de la biodiversité, qu'il a les meilleurs atolls au monde, qu'il est le seul pays où le soleil ne se couche jamais. Ah oui, c'est le seul pays, la France, où le soleil ne se couche jamais. Pas en France, hein. Ça ne se couche jamais parce qu'il a passé de la Caraïbe au Pacifique en allant dans l'océan Indien. Donc il est actuellement dans une position géostratégique. Je peux parler de Hollande parce que je suis supporté. On dans la même majorité. Puis. Donc je peux dire ce que je veux. On ne va pas dire que j'ai insulté le président de la République, mais on dit ça face à face. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il le dit. Et il rajoute, et il a raison, que je suis la deuxième puissance mondiale maritime du monde. Est-ce que vous savez ça, les jeunes Guadeloupéens et Martiniquais qui sont dans la salle? La France est la deuxième puissance mondiale maritime. Quand on dit ça, il faut aller plus loin, par exigence intellectuelle. Parce que si on dit que la deuxième puissance, c'est plus de 2 km² de l'eau, ça n'a pas de sens. Mais quand c'est 11 millions de km² d'eau sur les 12 millions, ça prend une signification. Et on parle d'ingénierie, toujours. La seule chose, c'est qu'on a changé de stratégie. La domination intellectuelle et géopolitique, elle est devenue plus géopolitique que la livraison de tonnes de sucre en France ou d'esclaves livrés en Martinique, aux États-Unis ou en Amérique du Sud. La géopolitique à travers la biodiversité et la puissance océanique, la richesse sous-marine, la richesse biologique d'une manière générale, je prends ces exemples-là pour bien montrer qu'il y a un enjeu considérable de réconciliation vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Alors, ingénierie, vous inventez quoi? Parce qu'en fait, l'ingénierie liée à l'aménagement du territoire, c'est une espèce de conjonction de plusieurs phénomènes associant, y compris le social, la population, dans le développement, l'urbanisme, l'aménagement, avec des choix qui soient suffisamment pertinents pour permettre quoi? Pas pour acheter 4 iPhones de plus ou 4 BMW de plus, c'est pas pour s'enrichir plus. C'est pour permettre à nos enfants qui sont à 25% de chômeurs de pouvoir travailler un jour. Et de créer des filières économiques, par exemple, autour de la biodiversité, comme ça en Guadeloupe, avec les phytomédicaments. Mais ça, aussi, c'est de l'ingénierie. Ou qu'à planter les côtés, ou qu'à mettre les côtés, dans quelle zone d'activité économique, comment tu relis par rapport au numérique, comment tu désenclaves, où est-ce que les gens sont positionnés, comment tu les formes, quel est le rôle de l'université. Mais c'est tout ça l'ingénierie. Et mes chers amis, quand j'ai créé la CEMAF dans les années 90, j'ai bien compris qu'il fallait absolument qu'on ne cherche pas systématiquement l'égalité sociale, qui est un fait acquis, mais qu'on recherche la possibilité de pouvoir être nous-mêmes en cohérence par rapport à l'intelligence économique d'aménagement du territoire. Si on n'a pas compris ça, on n'a absolument rien compris. C'est l'intelligence économique liée à l'aménagement du territoire qui est fondamentale. Ah, ça n'est pas dur que je suis allé dire bonjour au DEAL tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est toujours là. Non, mais c'est bien parce que j'avais tellement envie qu'il soit là. Ce n'est pas parce que je parle comme ça que je suis contre le DEAL. C'est ça le DEAL. Le représentant est là. Voilà. Mais je suis très content de ça. Ce n'est pas parce que je parle comme ça que je suis contre le DEAL. C'est-à-dire que je suis contre la doctrine centralisatrice de l'État. Pas vous, hein, l'expression de votre...
Parce qu'aujourd'hui, si on ne réussit pas à faire le lien entre la pensée de l'ingénierie et les richesses locales à travers les processus réglementaires et législatifs, et que ce soit seule une indépendance quelconque que la population ne veut pas qui règle le problème, on est dans la merde. Et que la France continuera à nous traiter de danseuses ou de pays assistés, pays de consommation. Il faut reprendre la main de l'invention, de la créativité, de l'expérimentation sur le terrain et sur place. C'est le seul moyen de permettre aux jeunes qui seront de plus en plus formés de pouvoir entrer dans un nouveau processus. Alors, ceci étant dit, vous avez dit territoire. C'est qui ça, un territoire? C'est quoi un territoire? Je ne critique pas votre truc. Hein. Vous mettez deux mots, il y a un côté ingénierie, pensée libre. Oui. La pensée, Césaire nous a vraiment... Et puis vous mettez à côté le mot territoire. Je veux bien. Mais par provocation, je suis sûr qu'on ne peut pas se contenter du mot territoire. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est pays. C'est un pays. Et je pourrais même rajouter, mais je ne t'invite pas, Jacques, à me suivre, hein, un peuple. Le peuple guadeloupéen. Et pas la population guadeloupéenne. Parce que c'est facile de dire que sur le seul credo de le caractère indivisible de la République, que l'expression de la différence n'a pas de place, ça n'a pas de sens. Parce que si on garde territoire, on va rester sur de la mécanique juridique, technique, financière et fiscale. On n'aura aucune émotion à partager avec la population. Donc on ne construira pas ce qui est fondamental pour le progrès de nos pays, la culture du développement. C'est très simple. Là, on rencontre madame, ou pas des relations mécaniques et puis. Oui, ni des boucs à faire ça. Hein. Mais on rencontre madame, ou en madame, on rencontre un monsieur, c'est l'émotion partagée qui compte. Donc c'est l'amour. Et si dans une affaire aussi futuriste, inscrit dans une mondialisation qui nous oblige à résister par nous-mêmes, et on ne crée aucune émotion entre la technique, la structure de l'aménagement de territoire et le terrain lui-même, pas d'émotion, pas de vie, donc nous sommes dépendants. Et dans cette indépendance intellectuelle, il faut bien sûr associer l'État et la République. Elle y est invitée à faire de la procréation systématique et mécanique. Parce qu'en fait, l'ingénierie du territoire n'est pas figée. C'est en permanence une mouvance, à la fois humaine, sociale. Autrement, on n'est pas adapté. En plus, votre territoire, pour moi, territoire qui s'arrête aux frontières de la Guadeloupe, c'est bien. Qui s'arrête aux frontières de la Martinique, c'est bien. Mais je le dis clairement, mon territoire, c'est la Caraïbe. La Caraïbe, c'est 45 millions d'habitants, en global, la petite Caraïbe. À partir du moment qu'on s'associe aux Amérindiens qui sont venus ici habiter depuis très très longtemps, on découvre le bassin de l'Orénoque et on associe les pays qui sont à côté à 2 heures de vol, à 3 heures de vol, où le système de colonisation nous a complètement divisés. Et l'AEC, là où la Martinique siège depuis quelque temps, y compris la Guadeloupe, 276 millions d'habitants. Je répète le chiffre, 276 millions d'habitants. Vous savez quel chiffre fait la France ? 276 millions comme était le Mexique, Venezuela, l'Amérique centrale, 276 millions. On va nous dire, ah oui, mais comment vous faites pour y arriver, avion pas arrivé? La seule réponse disant, pour arriver en France, ni quelque temps, de prendre un mois. Bateau. Donc on va finir par régler le problème, y compris par le numérique, parce qu'on n'a rien compris que les frontières sont abolies avec le numérique. On parle aussi d'ingénierie de développement. Je vais arriver à l'architecture, ne t'inquiète pas. À un moment donné. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si nous voulons, à minima, partager les enjeux du futur dans une ingénierie totalement moderne, nous permettant aussi de ne pas attendre la pièce détachée qui vient d'ailleurs, parce qu'on a acheté que la voiture, on ne sait pas comment fonctionne la voiture, la pièce détachée vient ailleurs. Le gros problème des pays en voie de développement, c'est la pièce détachée. Ce n'est pas la voiture, parce qu'on l'achète. C'est l'arrivée de la pièce détachée. Eh bien, si on veut connecter par rapport à la Caraïbe, par rapport à l'Amérique du Sud, par rapport au Brésil, nous avons intérêt aussi à partager des expériences d'ingénierie. Je prends 3 domaines. Le premier domaine, ce sont les risques majeurs. Franchement. On est un état d'appauvrissement, de partage
en matière d'ingénierie et qui pourrait ouvrir des créneaux incroyables, à la fois climatiques, mais aussi tsunami et autres. On est dépendant simplement des relations quand il y a un cyclone, un tremblement de terre qui fait nous courir pour venir pour aider le monde, mais après ça, c'est terminé. En matière de partage de connaissances et d'ingénierie d'aménagement, en hub touristique, mais aussi en hub en matière de médecine. Ça ne va pas. En matière aussi de liens numériques entre nous dans la solidarité globale avec les autres pays. Parce que France Cap Vini pour tout seul, il vaut mieux passer et puis passer en tout pays qui besogne aussi Cap là. Et qui n'a pas ni moyen de payer Cap là. Ça, c'est la solidarité entre nous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai posé l'équation de l'ingénierie. En faisant de la Martinique le premier pays à adhérer à l'OICS, à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, à l'AEC, à la CARICOM, à la CEPALC. Parce que j'ai considéré qu'il n'est plus question pour moi, je reviens à l'exemple de la Léal, d'être assis parce que je suis de l'article 73 derrière d'autres ambassadeurs, sur un petit banc dans un trou, sans pour cela partager mes connaissances et mes dynamiques avec les premiers ministres qui étaient autour de la table. Et que ne serait-ce qu'être assis en tant que membre associé me permettait de partager une ingénierie fiscale, une ingénierie du transport aérien, une ingénierie du transport maritime. Parce que c'est cette connectivité-là qui ferait, avec des bateaux pensés pour ça, me permettrait de sortir sous la domination de la CGM avec ces gros bateaux qui n'utilisent pas les petites îles. Ce que je suis en train de vous raconter là, c'est une souffrance. Parce que c'est 30 ans de combat. 30 ans de combat pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Alors la France aujourd'hui, sous le volet purement droit et cadre d'intervention, petit à petit ça arrive. Petit à petit on considère que la décentralisation qu'on a citée tout à l'heure, la loi NOTRe qu'on a citée tout à l'heure, nouvelle organisation de l'État, a fait des avancées assez considérables, localement, pour faire de la région, par exemple, ici, Martinique, CTM, eh bien, des responsables extrêmement importants de l'emploi, de la formation, mais aussi de tout ce qui est orientation, très important, de faire de la collectivité des chefs de file en dehors, pas mécaniquement de l'État, des chefs de file en matière d'aide aux entreprises, des chefs de file aussi en matière de schémas liés à l'innovation, liés aussi à ce qu'on appelle l'internationalisation et au développement économique durable à travers le schéma de développement durable régional, mais aussi le schéma de développement intégré et d'innovation et surtout d'internationalisation, de faire les chefs de file. Et petit à petit, on va réussir à faire peut-être un ensemble qui nous permet à la fois d'intervenir sur le terrain, intervenir aussi sur des mécanismes juridiques qui permettent de construire ça et qui nous permettent en même temps d'intervenir sur des outils financiers. Et le fait que la collectivité régionale de Guadeloupe, mais aussi de la Martinique, gère directement les fonds européens, c'est encore beaucoup plus important. Oui, alors j'ai vraiment apprécié cette journée, une journée exceptionnelle avec des intervenants de qualité et une thématique très enrichissante puisque l'ingénierie territoriale 3.0, on a l'impression qu'on parle d'un logiciel, mais en tout cas c'est d'intelligence qu'il s'agissait et on a pu avoir effectivement une grande lumière apportée à cette thématique-là qui est un enjeu aujourd'hui dans le développement durable, le développement économique et le développement du territoire même que représente notre pays. Et l'une des choses que personne ne contestera, ne pourrait contester, je dirais, c'est l'intervention de Serge Letchimy qui a été vraiment brillante dans l'expérience qu'il a pu exposer, de son expérience en Martinique, qui pour nous a été, en tout cas pour moi, d'un grand éclairage. C'était une invitation, j'ai répondu à cette invitation malgré le timing et les contraintes. J'ai voulu d'abord me rendre en Guadeloupe, faire plaisir à la Guadeloupe, mais surtout répondre à l'invitation de Jacques Saint-Célie, qui est un vieux compagnon de combat. Mais je ne regrette pas du tout et je suis véritablement très séduit parce que ça a été un grand succès, parfaitement organisé, parfaitement orchestré, avec des sujets de